Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau Mardi des Bernardins. Bienvenue à ceux qui nous retrouvent sur KTO et ceux qui nous écoutent également sur Radio Notre-Dame. Et je salue également les spectateurs du débat. Ce soir, vous savez que c'est un débat en public dans cette superbe salle du Collège des Bernardins. Une question va nous préoccuper ce soir. La globalisation peut-elle permettre un développement juste ? Voilà, alors je pense que si on veut déjà poser les termes du débat, je pense qu'on est tous d'accord entre nous sur le plateau pour dire que le phénomène de la globalisation ou mondialisation, les deux mots se valent, ce phénomène est bien réel, qu'il a démontré sa capacité à produire de la croissance. Peut-être que là, il y aura peut-être des choses à dire. Et on va se demander pourquoi, parfois, on a l'impression qu'il crée tant d'inégalités, pourquoi, parfois, on a l'impression que cette mondialisation suscite un rejet. On va se demander ce que c'est qu'un développement juste. Est-ce qu'il existe ce développement juste? Et s'il existe, est-ce qu'il est souhaitable? Et comment y parvenir dans ce cas-là? 4 invités pour répondre à ces questions. Je commence par vous présenter à ma droite Bénédicte Fèvre-Tavigno. Merci d'être ici. Ce soir, vous êtes directeur exécutif de la chaire Social Business, Entreprise et Pauvreté à HEC. Vous êtes de retour de Malaisie pour un sommet sur la microfinance. Le social business. Très bien. En face de vous, François Jay, merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission religion et développement à l'AFD, l'Agence française de développement. Vous nous rappellerez ce que c'est, quelles sont vos missions. Et vous êtes également spécialiste du développement en Afrique, du développement des PME particulièrement. Et enfin, Daniel Verger, merci d'être là. Vous êtes le directeur exécutif de la coordination Sud, qui coordonne, qui regroupe 130 ONG de solidarité internationale. Auparavant, dans votre parcours, vous aviez fait partie du réseau Caritas. Et en ligne, nous avons Bertrand Badré qui participe au débat depuis Washington en direct. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et vous êtes à Washington pour vos nouvelles fonctions de directeur général finance à la Banque mondiale. Absolument. On a de la chance de vous avoir pendant toute cette première partie d'émission. Merci d'être avec nous. François Jay, on commence tout de suite. On rentre dans le sujet. Est-ce que, selon vous, la globalisation peut permettre un développement juste? Oui, merci, bonsoir. Est-ce qu'elle peut le permettre? Sans doute, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que spontanément, elle donne l'impression de ne pas la porter. Alors, sur votre question, on connaissait le sujet de la guerre juste, qui a intéressé de nombreux théologiens et de nombreux politiques. Le sujet du développement juste... Nous allons pouvoir parler de son contenu. Je voudrais dire d'abord un mot sur l'intérêt que cette question, que porte l'AFD à cette question. Donc l'Agence française de développement, en 2 mots, c'est l'opérateur public de la politique de développement de la France. Et donc nous sommes principalement une banque et nous intervenons historiquement en Afrique et de plus en plus en Amérique latine, en Extrême-Orient, y compris en Chine, dans le Caucase, et nous intervenons dans le développement, et donc notamment nous n'intervenons pas dans l'urgence, donc ce ne sera pas utile de nous poser des questions sur le drame des Philippines. Et donc pour nous intervenons pour la construction d'un développement à long terme. Et ce que nous constatons, c'est qu'un développement économique qui serait en apparence performant, mais qui ne serait pas équitable et qui serait créateur d'inégalités, serait fragile et donc reviendrait à dire que nous n'avons pas fait notre travail et qu'en tout cas, le développement serait remis en cause régulièrement par des chocs démocratiques, des chocs sociaux. Et donc, pour nous, ça n'est pas une question d'abord morale, cette question de développement juste, c'est une question d'efficacité de notre métier. Alors, force est de constater que le développement que nous avons pu constater depuis quelques décennies de globalisation financière et économique est extrêmement hétérogène, hétéroclite, inégalitaire, souvent inéquitable, et là je suis plus dans un domaine moral, et du coup, il engendre effectivement, vous l'avez évoqué, un phénomène de rejet dans un certain nombre de pays, ou un manque d'adhésion, et qui pourtant serait précieux. Et là, je pense que la voix du nouveau pape permet de redonner de la vigueur à la voix de l'Église. Je pense qu'il dit la même chose que ce qu'on dit dans l'Église depuis 50 ans. Simplement, il a une façon de le dire qui fait qu'il est sans doute plus audible. Et quand il va à Lampedusa parler de la mondialisation de l'indifférence, c'est évidemment une expression qui répond
à votre question, non, la mondialisation spontanément ne génère pas un développement juste. Bertrand Badré, vous avez entendu cette définition. Est-ce que déjà, vous pouvez nous rappeler en quelques mots les missions de la Banque mondiale? Est-ce que ça peut s'apparenter à ce que vient de définir François Jay avec l'AFD? J'allais dire en partie parce que il y a exactement 2 semaines, j'accompagnais Jim Kim, donc le président de la Banque mondiale, au Vatican, discuter avec le pape François de la manière dont on pouvait agir ensemble contre la pauvreté. Puisque, comme l'a rappelé François, c'est une priorité du nouveau pape et c'est dans le mandat de la Banque mondiale depuis sa création. Donc on est parfaitement en ligne. Alors chacun avec sa gouvernance, son histoire, sa pratique, son idéologie, sa vision. Mais sur le fond, je crois qu'on partage beaucoup d'objectifs. Que la mondialisation, je préfère peut-être parce que je suis en environnement anglo-saxon employer le mot mondialisation que globalisation. La mondialisation n'est pas naturellement juste. Je pense que ça, il n'y a pas besoin de passer trop de temps dessus. En revanche, elle n'a vraiment de sens, je crois, pour nous tous que si elle l'est. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que la mondialisation soit plus juste? Alors, dans ce paysage, qu'est-ce que peut faire la Banque mondiale? Elle est souvent très méconnue, en fait. Elle est surtout dans un environnement français où quelquefois les gens assimilent la World Bank avec la World Company popularisée par les Guignols. Alors ça crée parfois des incompréhensions. Plus sérieusement, en fait, la Banque mondiale a été créée en même temps que le FMI, d'où parfois une certaine confusion sur les objectifs, alors qu'on travaille beaucoup ensemble, on ne fait pas exactement la même chose. Elle a été créée en 1944, donc pratiquement à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif premier était de réparer, en particulier en Europe. Et puis petit à petit, les missions se sont élargies, le groupe s'est diversifié. On a aujourd'hui quatre entités principales qui opèrent au sein du groupe. L'entité historique, dont le vrai nom est IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, qui est l'entité qui prête aux pays dits à revenus intermédiaires. Alors, pardonnez-moi d'être un tout petit peu jargonnant ou technocratique. Quand on parle effectivement au niveau international d'objectifs ou de catégories, il faut mettre des définitions. Donc, c'est des critères de revenus par habitant, des critères d'accès au marché. Et les gens rentrent dans telle ou telle catégorie. C'est moins lyrique que par le développement général, mais c'est malheureusement en partie aussi comme ça que ça fonctionne. Donc, IBRD prête aux pays qu'on peut qualifier de revenus intermédiaires ou les pays émergents où on voit d'émerger. Les grands clients, sans surprise, seront des pays comme le Brésil, la Turquie, l'Indonésie, par exemple. À côté de ça, vous avez une institution qui s'appelle IDA, International Development Association, qui, elle, est plutôt dans le don ou le prêt très concessionnel, c'est-à-dire le prêt à 30 ou 40 ans, sans intérêt, avec une période de grâce assez longue. Donc ça s'assimile pratiquement à du don. Et là, vous allez voir, les gros clients, si je puis dire, c'est l'Afrique subsaharienne, c'est encore l'Inde ou le Vietnam, par exemple, ou l'Afghanistan, pour prendre un exemple un peu plus particulier, avec une focalisation importante sur les pays en situation de fragilité, de sortie de conflit. Donc ça, c'est la partie qui prête aux États. À côté de ça, vous avez 2 entités qui travaillent avec le secteur privé. Pour moi, c'est extrêmement important. Vous avez IFC, qui a été créée dans les années 50 et qui, elle, est une entité qui s'assimile à une banque et qui prête aux entreprises privées, au secteur bancaire, ou qui peut investir en actions d'ailleurs, qui a toute la panoplie des outils bancaires. Et un dernier instrument qui s'appelle MIGA, qui lui fait de l'assurance risque politique, j'allais dire pour faire court, une COFAS internationale, qui elle aussi travaille avec le secteur privé. Donc voilà, la Banque mondiale, quand on mélange un peu tout ça, c'est une force de frappe annuelle de l'ordre de 70 milliards de dollars, ce qui est peu par rapport à la force de frappe d'une grande banque commerciale, comme celle que j'ai connue dans mes années précédentes, ce qui est beaucoup par rapport aux institutions qui opèrent dans le secteur du développement. Surtout, c'est une institution qui a un nom, qui est une importante plateforme et qui peut mobiliser beaucoup derrière son nom. Donc voilà, je suis désolé, c'est un peu long, mais comme parfois c'est pas très connu. Donc voilà cet instrument qui permet de travailler avec les gouvernements, les entreprises privées et qui évidemment interagit beaucoup. Je vous ai parlé de rencontres avec le pape, mais avec les ONG. Je suis sûr que Daniel Verger de Coordination Sud nous a souvent rencontrés. Évidemment que nous travaillons régulièrement avec l'AFD. Alors on est en train de changer considérablement la stratégie de la Banque mondiale aujourd'hui. Je sais que souvent, la mémoire rétinienne des gens, et c'est particulièrement vrai en France, reste marquée par la Banque mondiale des années 80 et 90 et par ce qu'on appelait à l'époque le consensus de Washington. Donc il y avait les méchants gendarmes du FMI et la Banque mondiale qui venaient imposer des conditionnalités
très dure à des pays au bord du gouffre. On a fort heureusement beaucoup évolué depuis 20 ans. Et aujourd'hui, la stratégie de la Banque mondiale, elle est très simple, elle est parfaitement en ligne avec votre question. C'est la stratégie de la banque, et d'une certaine manière, puisqu'on est mondial, on a 188 États actionnaires. Donc on est un des rares organismes où on parle sérieusement à 188 États sur des projets, sur de l'argent, avec un objectif de ne pas perdre d'argent, mais de vraiment réaliser des projets qui tiennent la route. Donc ça, c'est un outil important. Donc d'une certaine manière, la Banque mondiale, c'est aussi la communauté financière internationale. Et donc on s'est donné 2 objectifs cette année. Le premier, c'est d'éradiquer la pauvreté extrême d'ici 2030. Alors qu'est-ce que ça veut dire là aussi? Derrière ça, il faut mettre des critères. Et donc ce que ça veut dire pratiquement, c'est ramener à moins de 3% de la population mondiale, donc ça veut dire à peu près 250-300 millions de personnes, ce qui est quand même toujours beaucoup, la population mondiale vivant avec moins de 1,25 $ par jour. Alors, je ne rentre pas dans le détail des calculs, c'est des calculs qui ont été faits en 2005, qui sont actualisés chaque année, mais enfin, le concept est celui-là. D'où est-ce qu'on part? On était à plus de 40% de la population mondiale concernée en 1990. On est autour de 15% aujourd'hui, et on n'ira pas naturellement à 3%. La mondialisation toute seule, la croissance toute seule, n'amèneront pas le nombre de pauvres extrêmes à 3%. Donc, c'est là qu'on intervient et qu'on voit comment nous, mais pas seulement nous d'ailleurs, encore une fois, l'AFD et d'autres participent à cet objectif, comment on peut réduire de manière durable et profonde la pauvreté dans le monde. Alors on a un objectif en sus, cet objectif de réduire la pauvreté, et qui là résonne particulièrement avec le thème de votre soirée. Il faut non seulement réduire la pauvreté, mais ce qu'on a appelé en anglais « boosting share prosperity », ce qui veut dire partager la prospérité. C'est-à-dire qu'il faut non seulement que les plus pauvres rentrent dans le cœur de la population, mais il faut aussi que la prospérité profite de manière disproportionnée à la partie la plus vulnérable de la population. Et on souhaite que le revenu des 40% les moins favorisés dans les pays en développement, ces revenus progressent plus que la moyenne des revenus dans ces pays. En gros, ça veut dire, pour parler français, qu'on réduise les inégalités. Donc on a un double objectif qui est de réduire la pauvreté extrême, et en travaillant à la réduction de la pauvreté extrême, de réduire les inégalités. Alors, comment on arrive à ces objectifs et comment est-ce qu'on définit une stratégie pour ça? Évidemment, c'est compliqué. Évidemment, on n'est pas tout seul. Surtout, et ça c'est pour moi le point le plus important, il s'est quand même passé un certain nombre de choses dans les 10 dernières années, et notamment on a eu une crise financière majeure. Donc il faut qu'on s'adapte à un nouvel environnement. Rappelez-vous, en l'an 2000, les Nations Unies adoptaient les objectifs du millénaire pour le développement, qui était un grand, je ne trouve plus mes mots en français, commitment, engagement international pour réduire un certain nombre de facteurs synonymes de pauvreté dans le monde. Et à l'époque, le raisonnement essentiel était, c'est l'aide publique, qui est le vecteur principal. C'était vraiment l'aide publique qui était au cœur de l'agenda du développement en 2000. Et ce qu'on voit 15 ans plus tard, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que la croissance, elle est tirée par l'emploi et par les emplois privés. Et donc, l'argent public reste extrêmement important, mais il est évidemment très rare, très précieux. On le voit bien dans nos pays où les débats sur la stabilité budgétaire sont ce qu'ils sont. On ne peut pas le donner aussi généreusement, naturellement qu'avant. Et donc, il faut trouver la meilleure utilisation de cet argent public et comment cet argent public peut entraîner plus d'argent privé. Un ordre de grandeur, les flux nord-sud, c'est à peu près 100 à 120 milliards de dollars d'argent public et c'est plus de 1000 milliards d'argent privé, dans les chiffres des dernières années. On voit bien, on est passé d'un rapport qui était finalement très favorable au public relativement à un rapport où le public est très minoritaire. J'ai envie de faire réagir Daniel Verger sur vos propos. Quand la Banque mondiale a comme objectif d'éradiquer la pauvreté d'ici 2030, Daniel Verger, vous entendez ça, vous connaissez les rapports des ONG sur le terrain. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît réaliste ou ambitieux ou à côté de la plaque, ou comment vous réagissez? C'est un objectif ambitieux parce que, comme l'a dit Bertrand Madré, ce n'est pas un phénomène naturel. Et même si on a réussi dans les années 2000 à 2015 à faire baisser de plus de moitié la proportion de personnes vivant sous le seuil de pauvreté extrême, c'est la pauvreté dont on parle en fait. C'est-à-dire c'est moins de 1,25 $ par jour et par personne, ou 1 euro en gros, tout revenu confondu, donc c'est vraiment la ligne de la misère. Aller plus loin va être plus difficile parce qu'on touche des personnes plus éloignées encore du cœur du pouvoir, du cœur des activités, plus éloignées géographiquement aussi. C'est les personnes en milieu rural, loin de tout, loin des routes, loin des activités commerciales.
Donc, ça va demander un effort important. Mais en même temps, la communauté internationale a besoin d'objectifs ambitieux, justement pour se mobiliser, pour ne pas laisser les affaires tourner par elles-mêmes et se dire que peut-être l'avenir résoudra progressivement ce problème. Sauf qu'en parlant de la Banque mondiale, Bertrand Badré compte en partie sur le développement naturel, la croissance naturelle, etc. Alors, en fait, si vous permettez, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment la tendance naturelle. Ça a beaucoup joué depuis 30 ans, notamment en Chine. Dans les 40% de très pauvres que la planète comptait en 1990, une très 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 grande proportion était en Chine. Aujourd'hui, la Chine n'a pratiquement plus personne qui soit en dessous de cette limite en proportion. On aura une deuxième étape en Inde, mais d'une certaine manière, le développement indien est embarqué. Là aussi, ça va jouer. Déjà, les derniers mètres seront les plus durs, comme l'a dit Daniel Verger. C'est les personnes qui sont les plus exclues, les plus à la périphérie qu'il va falloir aider. Et on a un vrai défi africain que François connaît bien, où c'est là que le combat va être mené, parce que là, c'est pas complètement naturel. La croissance seule est importante, mais naturellement, elle ne permettra pas. Si on poursuit les trajectoires, on n'arrive pas à l'éradication, on aura toujours 7, 8, 9% de personnes vivant dans la misère au niveau mondial. Et ça, c'est pas acceptable. Ce qui est formidable, c'est que la communauté mondiale, aujourd'hui, peut se donner cet objectif sans que ça fasse sourire. C'est un objectif qui est ambitieux, comme l'a dit Daniel Verger, mais qui est réaliste de dire, dans notre génération, dans les 20 ou 30 ans qui viennent, la misère absolue, ce qui ne veut pas dire que la pauvreté va disparaître, mais la misère absolue peut disparaître. Mais je voudrais compléter par un autre point qui est tout aussi important. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu ces dernières années, disons, sortir de cette pauvreté extrême ne résout pas tous les problèmes, loin de là. Parce que la réalité de la pauvreté, c'est aussi la façon d'être situé dans une société, la façon d'être respecté quand on a besoin de soins, d'éducation, d'avoir un accès au travail. On le voit très fortement en France, où les personnes ont un revenu supérieur à 1 euro par personne et par jour, mais où la pauvreté relative s'est plutôt, au contraire, renforcée et notamment devient de plus en plus longue, de plus en plus dure. Et donc, c'est tout cet enjeu d'une part, de combattre la pauvreté relative, qui touche tous les pays, y compris les pays d'Europe en particulier, et qui s'est plutôt aggravée, y compris dans ce sentiment de pauvreté, d'exclusion, de ne pas être dans le jeu de la société. Et puis de combattre les inégalités, qui, elles, ont vu une assez forte croissance, à l'intérieur des pays en particulier. C'est pour une part une cause, c'est issu de ce développement rapide qu'ont connu un certain nombre de pays. Bon, en tout cas, vous louez sur le rôle de la Banque mondiale, vous louez ces objectifs ambitieux. Alors ce ne sont pas les objectifs uniquement de la Banque mondiale, en fait c'est l'ensemble des organisations internationales, y compris la société civile, qui réfléchissent actuellement à quels sont les objectifs pour la période 2015-2030, au-delà des objectifs du millénaire pour le développement. Donc ce sont des objectifs partagés par tous. Partagés par beaucoup. D'accord, je comprends. Et on va, Bertrand Badré, on va profiter de vous avoir encore pour une dernière question. Ces objectifs, évidemment, ils sont louables, évidemment, ils sont ambitieux. Quelles sont les limites? 70 milliards de dollars, est-ce qu'on fait vraiment beaucoup de choses avec ça? Comment gouverner avec 188 États actionnaires? Comment savoir comment se passent les décisions à la Banque mondiale sur cette répartition et sur ces prêts? Là aussi, c'est évidemment pas parfait comme toute construction humaine, mais en même temps, moi je suis assez fasciné maintenant que je vois ça de l'intérieur, maintenant qu'il m'arrive de présider le conseil d'administration et de voir comment ça marche, de voir que ça existe. Je trouve ça assez incroyable qu'aujourd'hui, et étant, comme beaucoup j'imagine, à l'écoute ou dans la salle catholique, le caractère universel est quelque chose qui me parle beaucoup, de voir que finalement ces 188 États, depuis 1944, bon an, mal an, avec des succès, des échecs, etc., continuent à travailler, à monter des projets qui tiennent la route, à s'accorder, comme dans toute organisation, on fait des compromis, etc., mais au final, on est quand même tiré par quelque chose qui nous dépasse tous. Et même si chaque pays a évidemment un peu son propre agenda, cette vision multilatérale, si on veut la réduire, ou universelle, s'impose. Et je trouve ça assez extraordinaire qu'on ait cet outil. Alors c'est parfois un peu long quand vous devez entendre les 24 administrateurs exprimer leur point de vue avant de décider sur un projet. Mais au fond, je trouve ça extrêmement encourageant que ça existe. Alors évidemment, on peut argumenter que 70 milliards de dollars,
C'est très peu, et je le reconnais. J'étais avant responsable des finances de 2 entreprises comme la Société Générale Crédit Agricole, qui sont en réalité 3 ou 4 fois plus gros que la Banque mondiale. Mais encore une fois, la Banque mondiale, c'est beaucoup plus que ces 70 milliards de dollars. C'est la capacité à entraîner, c'est la capacité à mobiliser de la ressource, c'est la capacité à, encore une fois, aller à la rencontre du pape, des organisations non gouvernementales, à travailler avec la société civile un peu partout. C'est formidable qu'un endroit comme ça existe. Encore une fois, il peut certainement être meilleur, et j'essaie pour ma modeste part d'y travailler. Mais gardons cet outil, faisons-en le maximum. D'avoir un outil mondial dont l'objectif est d'éradiquer la pauvreté, c'est quand même quelque chose qui est pas mal, et qui n'est pas uniquement fondé sur de l'agitation, mais sur, encore une fois, de la mobilisation de l'argent, et la capacité à mobiliser l'argent des autres. Les gens nous font confiance et donc sont prêts à investir à nos côtés. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a un effet multiplicateur extrêmement important. Et on a un autre rôle qui est très important dans l'environnement actuel. Encore une fois, on a eu une crise financière majeure, qui est aussi une crise de la mondialisation, telle qu'elle fonctionnait avant. Je pense qu'encore une fois, on a connu un incendie extrêmement brutal, qui a été plus particulièrement fort dans les pays développés, mais qui s'est étendu à peu près toute la planète. On est en train d'étendre l'incendie, je veux dire, avec beaucoup d'eau, déjà les liquidités injectées par les banques centrales. On n'a pas encore pris la mesure du dégât des eaux. Il faut quand même qu'on reconstruise derrière. Il faut qu'on reconstruise une nouvelle mondialisation. Et ça, je pense qu'il n'y a pas assez de bonne volonté. Je veux dire, tout le monde est bienvenu pour construire cette mondialisation. Et conserver, je pense que c'est une des vocations de la Banque mondiale, dans cette mondialisation, avoir le souci des plus pauvres et avoir le souci du long terme. Le système tel qu'il existe aujourd'hui est très court-termiste par construction. On veut que les banques gardent des marges de sécurité, les particuliers investissent dans des produits courts. Tout le système vous pousse vers le court, alors qu'un développement harmonieux dans le cadre d'une mondialisation heureuse, c'est la prise en compte du long terme. Et c'est une prise en compte inclusive. C'est-à-dire que c'est pas seulement... Je trouve ça formidable que le G20 existe, mais le G20, c'est 20 pays, et il y en a 168 qui n'y sont pas. Donc il faut aussi que cela soit d'une certaine manière entendu. Donc là, vraiment, on a des bons outils. Il y a je dirais, une bonne atmosphère mondiale, même s'il y a des tensions effectivement très fortes. Et donc, construisons sur ces outils, aussi imparfaits soient-ils. Ils ont le mérite d'exister, et ils ont le mérite de pousser l'idée du développement, qui pour moi n'est pas seulement la croissance. La croissance, c'est effectivement, comme chacun sait, plus on fait d'embouteillage sur l'autoroute 1 pour aller à Roissy, et plus on a de la croissance en France, mais ce n'est pas forcément la bonne croissance, mais du développement. Et pour moi, c'est la clé, c'est vraiment travailler sur ce développement. Bon, merci. Voilà, pardonnez-moi ce plaidoyer un peu pro-domo, mais je voulais partager, après 6 mois à la Banque mondiale, le retour de Candide, si vous voulez. Bon. Merci beaucoup. Bertrand Badré, d'avoir été en ligne avec nous depuis Washington. Et Bénédicte Febvre-Tavignot, j'ai envie de vous entendre réagir sur justement les propos. Merci à vous tous et bonne fin de débat alors. Merci, et continuez à nous suivre si vous voulez. Absolument. Bénédicte, sur les propos de Bertrand Badré, à l'entendre, on a l'impression que la Banque mondiale, là on est en plein dans la mondialisation vertueuse. Est-ce que oui, là, cette globalisation permet un développement juste à l'entendre ? Bertrand l'a dit, il y a un certain nombre de limites à cette globalisation. Alors c'est sûr que là, on a un point de vue assez positif de quelqu'un qui découvre tout l'univers de la Banque mondiale. Si on veut prendre un point de vue un peu plus critique, c'est sûr qu'on voit aujourd'hui le lien aussi entre les sujets de développement et les sujets d'environnement. Et que quand on entend hier un des responsables un des représentants des Philippines à l'Assemblée des Nations Unies inviter la communauté internationale dans les larmes à prendre davantage en compte la question du réchauffement climatique, ça montre un peu la limite aussi de tout ce fonctionnement, de tout ce dialogue international dans la prise en compte des grands enjeux. Alors sur les sujets de développement, il semble qu'on arrive à un certain consensus aujourd'hui sur des objectifs de développement durable, donc qui sont en train d'être définis. Maintenant, sur les sujets environnementaux qui ont un impact en réalité également sur les sujets de pauvreté, avec la multiplication liée au réchauffement climatique d'événements extrêmes comme on vient d'y assister aux Philippines, eh bien là, il y a sans doute encore pas mal de progrès à faire. Ensuite, je pense que
Bertrand a évoqué rapidement, il n'a pas eu le temps de développer le rôle du secteur privé que la Banque mondiale va essayer aussi d'encourager dans ce développement. Le secteur privé a un rôle évidemment très important à jouer. Et là aussi, il y a beaucoup de changements de paradigme à conduire. Et tant mieux si la Banque mondiale y contribue, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Bon, ce qui est étrange, c'est qu'on a parlé de termes de 1,25 $ par personne. Est-ce que, je m'adresse à vous, Daniel Verger, est-ce que ces critères d'évaluation de la pauvreté sont compréhensibles? Est-ce que si on passe à 1,26 $, ça veut dire que oui, on a réussi notre objectif et que la pauvreté et que la globalisation, là, permet un développement juste? Alors, est-ce qu'on peut essayer de définir ensemble? Est-ce que vous serez d'accord pour donner une définition d'un développement juste? On peut essayer. En tout cas, c'est bien tout l'enjeu de la construction d'une société où il fait bon vivre, où chaque personne est respectée, où aussi le droit du faible est promu, enfin, et en tout cas respecté autant que le droit du puissant. On retrouve beaucoup de ces échos dans la Bible, hein, où toute cette réflexion est déjà très, très vivante. Et vous avez tout à fait raison. Passer à un peu plus d'argent, 1,26 ou 1,30 ou même 2, ça peut ne pas changer grand-chose dans la vie d'une personne si par ailleurs, d'une part, d'autres personnes sont devenues, les voisins en particulier, ou d'autres personnes qu'elles connaissent sont devenues beaucoup plus riches, et donc la regardent avec plus de mépris ou avec en tout cas plus de distance. Et puis si ces enfants n'ont pas la possibilité d'être scolarisés, d'avoir un peu de choix pour leur avenir, si les adultes n'ont pas la possibilité d'avoir un travail, alors on est dans la pauvreté, dans l'exclusion. Et dans beaucoup de langues, la notion de pauvreté s'exprime plus par un mot qui est de l'ordre de celui qui n'a pas de relation, celui qui est isolé. Ce sont aussi ces mots qui disent la pauvreté. Et ça me paraît extrêmement juste. Est-ce que la globalisation telle qu'on l'entend aujourd'hui, est-ce qu'elle permet la réduction de cette pauvreté? En partie. Je pense que dans l'examen de ce qu'est la misère où on manque et la pauvreté où on n'a rien, ce qui n'est quand même pas tout à fait pareil. Est-ce que c'est un raisonnement que en dollars ou... Non, c'est pas seulement en dollars. Les dollars permettent, ou les euros, permettent d'exprimer des choses sur la relation avec le risque. Par exemple, quand on est à 1 $, par exemple, on ne peut pas épargner. Quand on est à 2 $, on peut épargner un peu. Et épargner un peu, ça veut dire qu'on se projette au-delà de demain. Et quand on parle de la dignité de l'homme, de l'enfant, de la femme, c'est d'abord de pouvoir regarder au-delà de demain. On a beaucoup dit, parfois avec quelques exagérations, quelques simplifications ethnocentrées, que les Africains étaient obsédés par le présent et qu'ils ne se projetaient pas dans l'avenir. C'est à la fois vrai et faux. Quand on est totalement pauvre, on ne peut pas se projeter dans le lendemain, ni pour les enfants, ni pour les dépenses, ni pour l'épargne, ni pour l'investissement. Et donc, certains outils, oui, permettent effectivement de corriger ce que la globalisation ne fait pas spontanément, ne fait pas naturellement. Et tout à l'heure, Bertrand Badret parlait de l'effet de levier des 70 milliards de la Banque mondiale sur les, mettons, 1000 milliards d'investissements privés. C'est dans un bon plat, si vous n'avez pas d'épices et pas de sel, évidemment, votre plat, il est raté. Mais évidemment, s'il n'y a que les épices et le sel, ça ne fait pas un plat très nourrissant. Donc, clairement, le changement de point de vue qu'ont les acteurs publics aujourd'hui, la banque ou l'AFD ou d'autres, mais aussi les ONG, c'est l'idée que ce n'est pas nous qui faisons le développement. Mais nous pouvons essayer d'y apporter ce qui fait le changement de nature et qui fait qu'on n'est plus dans l'obsession du marché, dans la confiance, dans le fait que spontanément, les choses, par l'accumulation de richesses, vont s'arranger. Donc il y a quand même une relation au temps qui est quelque chose de tout à fait essentiel, parce que c'est ça la source de notre dignité. Ce serait votre définition d'un développement juste ? Oui, je dirais qu'effectivement, le développement juste, c'est le développement qui permet à chacun de se projeter au-delà des heures qui viennent ou au-delà de demain, et donc d'envisager l'avenir pour ses enfants. Vous savez, j'ai un ami Bénédicte, pardon, qu'est-ce que vous rajouteriez pour votre définition du développement juste ? Oui, c'est ce qui permet à chacun d'avoir
le potentiel, enfin, d'exprimer tout son potentiel finalement. Et alors, dans les pays émergents, j'entendais récemment une définition du développement juste, on parlait plutôt de développement inclusif, par exemple aux Philippines, qui est finalement l'idée que les habitants de ces pays émergents deviennent eux-mêmes les acteurs de leur propre développement. Voilà, comme une des composantes d'un développement inclusif. Daniel Verger, quelque chose à rajouter pour qu'on soit à peu près. Cette là, notion vous êtes d'accord. D'être acteur de son développement, c'est extrêmement important de développer le potentiel de choix, mais aussi potentiel de talent et de dons, d'avoir aussi cette capacité à influer sur la société dans laquelle on vit, de participer aux décisions, que ce soit au niveau de la famille, de la communauté villageoise ou de l'État. Ça, c'est aussi ce qui construit le développement juste. Et à la fois pour les Philippines, pour le Burkina Faso, comme pour la France. Donc, on retrouve là des éléments qui sont importants dans tous les pays. Dans ce qui se construit aujourd'hui dans la réflexion sur le développement pour les années qui viennent, il y a aussi d'autres éléments qui sont ce qu'on a évoqué autour de ne pas créer de l'exclusion, c'est-à-dire ne laisser personne derrière, permettre à chacun d'avoir sa place, même les groupes les plus marginalisés, les plus isolés, les plus éloignés des centres de pouvoir, mais aussi penser, et c'est ce qu'apporte la réflexion sur le développement durable, aux générations futures, c'est-à-dire faire en sorte que la satisfaction des besoins actuels n'empêche pas les générations futures d'avoir aussi une vie bonne et des capacités de se développer eux-mêmes. Est-ce que la mondialisation permet d'approcher ce développement juste qu'on a à peu près défini? François Auger. Oui, une fois encore avec le rapport au temps, justement. Oui, avec un certain nombre de conditions auxquelles tous les acteurs du développement sont confrontés régulièrement. C'est le rapport au temps, le rapport à la patience. Je me souviens d'un jour où j'avais interpellé Jacques Inzi, qui vient de nous quitter, qui était le président d'UNICEF France, qui était quelqu'un d'emblématique, de très militant. Et lui parlait toujours de combattre les pires formes d'exploitation des enfants. Et je lui avais dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne parlez pas tout simplement de l'éradication du travail des enfants. Et je reste convaincu que notre vrai combat, c'est d'éradiquer le travail des enfants, parce que la place des enfants, c'est l'école. Bon. Et lui m'avait dit, oui, mais on ne peut pas obtenir des résultats rapidement. Et l'adhésion des familles, l'adhésion des autorités politiques, si on parle de quelque chose qui est totalement inaccessible et qui remet en cause profondément des équilibres des sociétés dans lesquelles nous sommes. Mais évidemment qu'on partage la même vision. Mais commençons par faire prendre conscience du fait qu'il n'est pas normal de traiter des enfants en esclaves pour après avoir donné suffisamment de dignité aux enfants pour les rendre normal le fait qu'ils aillent à l'école et qu'ils se construisent un avenir qu'eux pourront décider. C'est un des défis et l'une des difficultés qu'on a quand on parle avec les entreprises, c'est que les entreprises ne sont pas dans le long terme. Et les entreprises n'ont pas un point de vue à plat, très large. Et donc, forcément, elles ont des contraintes beaucoup plus immédiates que celles qu'on peut avoir dans l'univers public. Donc, il n'est pas là, le paradoxe de cette mondialisation? Est-ce qu'on peut concilier les intérêts des entreprises avec un développement juste? Je reviens toujours à cette question du thème. Alors, sur la conciliation des entreprises avec le développement juste, là, c'est un vaste sujet. On voit apparaître aujourd'hui, on va dire, une nouvelle génération d'entreprises. Il y a une émergence aux frontières à l'intersection de la société civile et du monde de l'économie, d'une génération d'entreprises sociales, de social business, qui ont tendance à privilégier l'objectif social à l'objectif économique et donc à chercher à apporter aussi des réponses économiques par des modèles économiques qui tendent à être autonomes et pérennes en termes de profit à des problématiques sociales. Donc ça vous sentez parmi vos élèves à HEC qu'il y a cette prise de conscience? C'est nouveau? Voilà, il y a un mouvement quand même qui se crée, alors qui existait déjà en France avec le monde de l'économie sociale et solidaire, mais dans pas mal de pays, on observe le développement comme un peu une profusion d'entreprises sociales, d'acteurs qui véritablement veulent créer une nouvelle dynamique à côté du système capitaliste classique.
Mais pour nous, il y a un enjeu également, en parallèle de ce mouvement intéressant, qui est une transformation du modèle, des entreprises, des grandes entreprises classiques, et en particulier, par exemple, des multinationales qui jouent évidemment un rôle très important dans cette mondialisation, d'une transformation de ces entreprises pour les rendre tout simplement plus inclusives et plus soutenables. Donc là, nous, on a étudié un certain nombre de cas d'entreprises. Si HEC l'enseigne, est-ce que ça ne veut pas dire que les lignes sont en train de bouger? Est-ce que ça veut pas dire qu'il y a une prise de conscience? Si très, très clairement. Les limites de la mondialisation, on les a vues depuis quelques années, et on essaie de réajuster un tir? Oui, en partie grâce à la pression de la société civile internationale, les ONG de plaidoyer notamment, mais aussi des sociétés civiles locales. On a vu récemment des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a encore 2 ans. Quand la population d'une ville chinoise se lève, descend dans la rue contre la création d'un incinérateur qui manifestement devait être passablement polluant, eh bien, les autorités chinoises, c'est pourtant pas un exemple de démocratie sur nos critères, ont finalement décidé qu'effectivement, il valait mieux abandonner purement et simplement le projet. Ils ne l'ont pas suspendu, ils l'ont annulé. Il y a une pression des sociétés civiles qui vient d'un certain nombre de raisons, mais probablement aussi d'excès, et qui fait que dans l'environnement un peu instable, complexe, parfois peu sûr dans lequel agissent les entreprises, on parlait des multinationales. De plus en plus de multinationales comprennent que c'est leur intérêt d'être enracinées là où elles interviennent, d'être proches des communautés et de se rendre non pas seulement tolérées, mais désirables. Y compris parce qu'il y a des concurrences qui se font avec d'autres. Au Niger, il y a quelques années, il y a eu la mise en concurrence de l'exploitation de l'uranium qui jusque-là était concédée à une entreprise française. Et les Nigériens, les autorités nigériennes ont menacé de transférer tout ou partie des concessions à des entreprises chinoises. Évidemment qu'à ce moment-là, les Français se sont réveillés en se disant « mais au fait, personne ne nous soutient si demain on se fait mettre dehors ». Et donc là, ils se sont rendus compte que peut-être ils auraient dû faire depuis longtemps plus d'efforts sur les hôpitaux à côté, sur la micro-assurance, sur le soutien au développement pastoral, etc. Donc aujourd'hui, tout le monde le fait plus ou moins, et tout le monde est en train de se dire que c'est un atout de plus dans son investissement que d'être proche des populations et d'être perçu plutôt comme positif dans son environnement plutôt que comme pur prédateur. Ça, vous le sentez sur le terrain aussi, Daniel Verger? Alors, ce qu'on sent, c'est le côté extrêmement innovant et dynamique de tout le secteur un peu alternatif de l'économie sociale et solidaire, du social business. Beaucoup d'entrepreneurs sont aussi très sensibilisés à créer des entreprises qui ne soient pas co-orientées profit, mais aussi impact social, autour de l'emploi en particulier, dans les pays du Sud notamment. Pour nous, il y a aussi un autre enjeu qui est essentiel et qu'on n'a pas encore abordé, mais que la crise financière a mis en lumière, c'est l'enjeu de la régulation et de reprendre dans cette mondialisation des régulations plus fermes, plus strictes, plus régulantes, et qui s'appliquent, par exemple, pour les grandes entreprises sur les enjeux d'évasion fiscale, de lutte contre les paradis fiscaux, de pouvoir mieux suivre l'activité et aussi les profits dans ce qu'on appelle le rapport pays par pays, enfin donc où se font les activités et les profits, de pouvoir aussi avoir une régulation dans justement les réglementations fiscales qui existent. Et ça peut avoir beaucoup d'impact. Ça peut être très important pour les pays du Sud comme pour les pays du Nord. Essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas ces trous noirs de la finance dans les paradis fiscaux. Il y a donc des enjeux nouveaux qui abordent des questions qui n'étaient pas celles que l'on abordait il y a 15-20 ans, notamment dans la société civile, et qui sont au cœur de la régulation, de la construction d'une mondialisation plus structurée et qui prend en compte le fait que, comme ça a été évoqué au début, laissée à elle-même, la mondialisation ne sera pas juste. Quel a été le déclic, Bénédicte? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ces dernières années où on s'est dit attention, là, si on continue comme ça, on va dans le mur? Est-ce que là, vous êtes optimiste sur cette mondialisation parce qu'elle a changé? Est-ce qu'il y a eu un facteur ou des événements qui ont fait que ça a changé? Le déclic, c'est beaucoup la crise financière depuis 2008. Ça,
C'est sûr, c'est le déclic, il est lié aussi à tous les sujets environnementaux, avec une prise de conscience qui date d'avant. Et avec les limites de la croissance à l'infini en termes de destruction de la planète et l'impact qu'on a évoqué tout à l'heure sur, de toute façon, la vie des gens et notamment les plus pauvres qui sont ceux qui souffrent le plus. Donc il y a une prise de conscience des acteurs économiques aussi. Alors bien sûr que la régulation est importante et nécessaire, et notamment dans le domaine aussi environnemental. On a besoin d'une gouvernance mondiale de l'environnement et du développement. Maintenant, on a aussi besoin d'une prise de conscience des acteurs, comme le disait François, qui réalisent, alors quand ils ont une vision un peu prospective et long terme et systémique, que c'est dans leur intérêt même, finalement, de ne pas détruire complètement l'écosystème dans lequel ils grandissent et de chercher à transformer la manière de faire du business. Donc, plusieurs économistes l'ont expliqué que faire du business, comme on dit, as usual, nous conduit à une impasse majeure et même contre-productif pour les entreprises. Donc après, l'enjeu, c'est de voir comment, malgré cette loi du court terme qui reste quand même très présente avec les marchés financiers, la bourse, eh bien, les entreprises peuvent générer des transformations internes, en plus des régulations qui viennent de l'extérieur et de la pression de la société civile, et comment est-ce qu'elles peuvent faire évoluer leur modèle économique pour, d'une part, réduire leurs impacts environnementaux, et puis lutter contre les inégalités. Donc voilà, nous on a repéré quelques leviers pour ça, qui sont notamment la confrontation que vivent les multinationales aujourd'hui dans les pays émergents, la confrontation à la réalité de la pauvreté, comme un véritable levier de transformation interne des entreprises, avec des acteurs qui remettent complètement en cause leur manière de faire sur un certain nombre de sujets, parce que tout simplement, ils s'aperçoivent que leur manière de faire classique, d'arriver avec des produits très sophistiqués qu'ils ont élaborés dans les pays développés, ne marche pas, et qu'ils n'arrivent pas à se développer comme ils l'aimeraient dans les pays émergents. Et donc, c'est une remise en cause assez radicale pour certains du fait de cette confrontation à la réalité de la pauvreté. Vous parliez du pape François tout à l'heure, François Jay. Je vais le citer. Nous ne voulons pas de ce système économique mondialisé qui nous fait tant de mal. Hommes et femmes doivent être au centre, comme Dieu le veut, et non pas l'argent. Ça, il l'a dit en septembre, il y a 2 mois, en Sardaigne. Et c'est pas le premier à l'avoir dit ça. L'Église, justement, a toujours mis en garde contre ces dérives, et ces dérives financières aussi. J'ai l'impression que le message aujourd'hui, et Bertrand Badré en a parlé, vous aussi, c'est pas innocent. Ce message aujourd'hui, il est entendu, alors qu'il l'était pas. Il l'était pas. Comment l'expliquer ? Il est plus entendu aujourd'hui. Alors d'abord, il est en partie mieux entendu à cause de la personnalité du pape François. Mais il est mieux entendu aussi parce que globalement, les doctrines, et notamment les religions, qui portent l'idée d'une solidarité, de miséricorde, de fraternité, se font plus entendre. C'est le cas évidemment de l'islam, et c'est le cas des différentes branches du christianisme. Et tout ça, ça vient en partie de l'arrivée de nouveaux pays dans le concert des nations. Alors évidemment, ce n'est pas de Chine que vient une sensibilité particulière aux religieux, mais c'est vrai de l'Inde, c'est vrai de la Russie, c'est vrai du Brésil, qui sont des pays qui sont aujourd'hui déterminants dans l'équilibre du monde, qui changent nos façons de penser, nos façons de regarder. Les exemples dont parlait Bénédicte viennent beaucoup, par exemple, d'Inde, d'Extrême-Orient, de pays émergents. Mais à l'AFD, nous, on regarde la manière dont que ces pays ont aujourd'hui de rentrer dans le monde des pays donateurs, des pays bailleurs, des pays qui font de la coopération. Et effectivement, ils changent notre regard, en partie parce qu'ils font peser notamment le religieux, notamment ces idées de solidarité sur un autre regard, enfin sous une autre forme, dans les discussions que nous pouvons avoir. Clairement, l'arrogance des capitalistes occidentaux est en train de tomber face au coup de boutoir, d'une part des capitalistes chinois et autres, mais aussi et surtout de ces nouveaux pays qui nous mettent au défi de réussir enfin une mondialisation équilibrée. Le salut viendrait de ces nouveaux pays, Daniel Verger ? Alors, ils ont un poids très important, ils changent la face du monde, mais il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont leur propre politique et que leur politique n'est pas centrée autour de comment améliorer la vie des plus pauvres.
Et donc, il y a un vrai enjeu dans les années et décennies qui viennent à faire en sorte que, là aussi, il n'y ait pas de pays qui se trouvent laissés derrière, laissés pour compte. Il n'est pas sûr que le développement actuel des grands pays émergents soit favorable naturellement à l'Afrique, par exemple. Je crois que l'enjeu pour les pays les plus pauvres, c'est aussi de créer au niveau d'eux-mêmes, et l'Afrique a en ça beaucoup de potentiel avec toute sa jeunesse, les capacités de compter sur ses propres forces, non pas en s'excluant de la mondialisation, mais en organisant le fait que l'ensemble de sa société puisse se sentir concerné, être associé aux décisions et mobilisé pour provoquer du développement. Et en cela, avoir des pays jeunes, des pays dans lesquels la jeunesse a envie de réussir sa vie, est un formidable atout. On le sent dans les pays arabes, on le sentira très fortement en Afrique dans les prochaines années, et on peut espérer que, pas forcément grâce à la Chine, loin de là, mais disons dans un contexte très, très évolutif, très changeant, ils puissent aussi trouver leur place. Enfin, pourtant, on a l'impression que si on parle du Brésil ou de l'Extrême-Orient ou de l'Inde, est-ce que ce sont des modèles de pays où la croissance a pu gommer les inégalités, où un développement plus juste est pris en compte? Alors, il y a un chercheur, un économiste assez connu, Amartya Sen, qui a réalisé une étude démontrant que la croissance en Inde, les très forts taux de croissance en Inde, ne s'étaient pas nécessairement accompagnés d'une amélioration des indicateurs sociaux, et que dans un certain nombre d'États, c'était vraiment pas le cas. Mais tout dépendait finalement de la politique des États en termes d'accompagnement de la croissance, et notamment en termes d'éducation, de santé, tout ce qui permet de développer les capacités. Et donc voilà, et il explique aussi que certains pays ont réussi malgré tout à accompagner, enfin à lier croissance et développement, comme la Corée du Sud, mais tout dépend de la capacité des États et de la volonté aussi des États de générer ce développement juste. Et puis également du partage de la valeur créé par le secteur privé et favorisé par des régulations également. Bon, mais développement juste ou pas, ces pays-là en développement ont le droit au développement justement, avec tous les dommages que ça provoque. Est-ce que... Oui, enfin, là, c'est deux sujets différents. Il y a le développement dans ces pays dont vous parlez. Nous pensons qu'un développement qui ne repose pas sur une forme d'équité et sur des inégalités modérées de revenus, mais aussi d'opportunités, comme on dit en anglais, nous pensons qu'un tel développement est fragile. Mais nous pensons... Oui, mais eux commencent à s'en rendre compte. C'est pas l'esprit occidental Oui, mais eux commencent à s'en rendre compte. La Chine, par exemple, le régime chinois est en train de mettre en place, et c'est assez douloureux, des systèmes d'assurance sociale, notamment de préparation à la retraite. Donc évidemment, pour l'instant, ça leur coûte très cher, mais parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer à avoir des espèces de montagnes d'épargne qui étaient là uniquement parce qu'il n'y avait aucune assurance sociale. Ils ont compris aussi qu'il y avait une gestion à avoir de leurs pauvres dans les zones rurales. Et juste, je ne prenais pas ces pays en exemple sur leur modèle de développement, mais je disais qu'ils vont faire du bien et qu'ils en font déjà en Afrique parce qu'ils mettent la pression sur les autres. Et parce qu'ils disent aux Africains, mais ce que nous avons fait, vous pouvez le faire aussi. Même si les Blancs, là, vous disent le contraire, vous pouvez y arriver. Et on le voit, et les entreprises françaises notamment le voient, les acteurs publics le voient, les diplomates le voient. Et ils le voient à travers le réveil d'identités qui sont notamment des identités religieuses. Et l'autre jour, Laurent Fabius concluait un colloque sur le sujet de religion et politique étrangère en disant les religions influencent directement les comportements individuels et collectifs partout dans le monde, et donc nous ne pouvons pas faire l'économie de travailler sur les religions. C'est le ministre des Affaires étrangères du gouvernement actuel. On pouvait s'attendre à pire quand même. Très bien. Il nous reste quelques minutes avant de rendre l'antenne, et j'aimerais avoir votre avis. Finalement, je trouve que depuis 52 minutes, on est assez positif sur cette globalisation, sur cette mondialisation. Je vous laisse la parole chacun votre tour. Daniel Verger, oui, optimiste, sans aller jusqu'aux objectifs de la Banque mondiale, mais quel serait votre bilan sur cette mondialisation aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors, je suis surtout optimiste sur la capacité des personnes
et des sociétés, notamment quand on s'organise en mouvements sociaux, en organisation de la société civile ou globalement pour construire une société, à trouver des solutions aux problèmes qui se présentent. Et je pense effectivement que non seulement on a le devoir de créer un développement juste, et en particulier pour les plus pauvres, mais on en a la possibilité technique, économique, financière, et aussi, si on regarde l'expérience qui s'accumule dans le développement depuis quelques décennies maintenant, en termes de compétences accumulées qui nous donnent des idées. Donc, oui, c'est possible, alors faisons-le. François Auger, optimiste aussi? Oh, oui, d'abord parce que c'est nous et parce que c'est eux. Il suffit de regarder ce qui se passe en Afrique depuis 25 ans, de voir l'appropriation depuis 15 ans qu'ont eu les Africains des nouvelles technologies, on les appelait comme ça il y a 15 ans, de voir l'émergence de nouvelles générations, de classes moyennes qui sont éduquées, qui regardent, qui sont dans le monde. Ils sont dans le monde. Et donc, même sur l'Afrique, dont on dit que c'est le grand malade de la planète, même en Afrique, on ne peut pas ne pas être optimiste. Et si on reprend ce que disait Popularum Progressio il y a 45 ans, on nous disait ce n'est pas l'accaparement des ressources par une poignée qui est la source de la maladie de l'homme, c'est le manque de fraternité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de bonnes raisons de penser que la fraternité va progresser dans les années qui viennent. Merci François Auger. Bénédicte Fèvre-Tavignot, avec votre nouvelle génération d'entrepreneurs, là aussi, des raisons d'être optimiste? Oui, optimiste de voir cette émergence de nouveaux entrepreneurs, de voir cette mobilisation de la société civile et aussi éveil de conscience du secteur privé. Maintenant, le poids du système reste encore très très fort, le poids du court terme, et donc je dirais tout dépend de la force aussi des acteurs individuels à faire évoluer le système. Merci beaucoup à tous les trois. On a fait un bon tour de table. Je pense qu'on a balayé les grandes notions. La globalisation peut-elle permettre un développement juste? Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Et évidemment, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Mardi des Bernardins. Très bonne soirée.